de la femme, même si on a parlé un peu d'affection de l'homme. Et on va maintenant passer à l'homme, si je peux me permettre, et donner la parole à François Richard pour qu'il nous montre comment les techniques modernes, à la fois d'études des cas donnés et des techniques d'imagerie moderne, peuvent complètement changer l'approche du diagnostic du cancer de la prostate, qui est une véritable polémique. Messieurs les présidents, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le secrétaire général, chers consoeurs, chers confrères, mesdames, messieurs, vous connaissez tous les controverses à propos du dépistage du cancer de la prostate et du PSA. Et avant de vous présenter pourquoi le diagnostic précoce peut devenir pertinent, je vais rapidement vous rappeler l'évolution des idées sur ce sujet. En 1980, le cancer de la prostate était découvert dans plus de 70% des cas à un stade soit T3, soit métastatique. Le traitement était essentiellement le traitement hormonal, qu'il soit médical ou chirurgical, avec des effets secondaires que vous connaissez tous, qui étaient quasiment constants, entraînant une altération de la qualité de vie qui, à l'époque, n'intéressait pas tellement les médecins et n'était pas très mesurée, et un décès en moyenne dans les 3 ans. Dans les années 80, l'apparition du PSA a transformé, a révolutionné totalement l'attitude et a changé les stratégies diagnostiques progressivement sur une dizaine d'années. On a vu le fait de passer des symptômes au toucher rectal, puis à des biopsies dirigées simplement digitalement, à la pratique plus ou moins systématique du PSA, parfois même certains ne faisaient plus de toucher rectal, ce qui était discutable, et à la pratique de biopsie qui, au fur et à mesure que les années évoluaient, les prostates étant normales au toucher rectal, on ne pouvait plus guider la biopsie sur une anomalie perçue, et donc sont apparues les biopsies systématisées, dites en sextant, pour essayer d'explorer toute la prostate. Le PSA, vous le savez tous, a un certain nombre d'insuffisances qui ont été notées. Des tests de sensibilisation ont essayé d'améliorer ces insuffisances, pour notamment améliorer la valeur prédictive. Et puis deux attitudes, notamment aux États-Unis, ont été assez souvent utilisées, c'est-à-dire l'abaissement du seuil de PSA à partir duquel on déclenchait les hostilités, puisqu'il y avait entre 13% et 23% de forme agressive avec des PSA inférieurs à 4, et d'autre part en augmentant le nombre de prélèvements biopsiques lors d'une biopsie, puisque au départ les biopsies étaient faites avec 6 à 12 prélèvements, certains ont été jusqu'à 18 ou 20 prélèvements. Il est évident que ces deux dernières attitudes exposaient à découvrir des cancers peu significatifs. Alors rapidement, quelle a été l'évolution et sur le plan épidémiologique du cancer de la prostate depuis ces 30 dernières années? Eh bien, à la suite de l'apparition du PSA, je dis bien à la suite, la sonde cause AFR, on les verra ensuite, les formes T3 et métastasées sont passées de plus de 70% à, en 2025, à 30%, comme vous le voyez sur ce schéma aux États-Unis. Et en France, entre 2001 et 2008, ces formes sont passées de 21% à 11,3%. Et vous avez ici, sur les études faites par Mme Grosclos, qui est une des spécialistes de l'épidémiologie du cancer de la prostate, vous voyez à gauche que les formes T3 et métastatiques sont devenues en 2008, c'est-à-dire les histogrammes bleu marine très très faibles, que les T1 et les T2 sont devenus à peu près équivalents. Et vous pouvez remarquer que sur ce diagramme, qui traduit les PSA, le niveau de PSA au moment du diagnostic, eh bien en France, seulement 8% en 2008 des malades ont eu un cancer de prostate découvert avec un PSA qui était inférieur à 4. Donc l'évolution qui existait aux États-Unis, où on déclenchait les hostilités pour des PSA à 1 ou 1,5, en France était quelque chose de beaucoup plus rare. L'évolution épidémiologique sur le plan de l'incidence standardisée pour 100 000 personnes, en 80 était de 24, elle est passée en 2005 de 124 en France, donc vous voyez une progression considérable, puis à partir de 2005,
est redescendu à 97. L'explication de cette diminution secondaire, c'est la diminution du stock, entre guillemets, des cancers prévalents qui, avant le PSA, n'étaient pas dépistés. Deuxièmement, c'était, à la suite des recommandations des tutelles, la crainte du surdiagnostic qu'on a vu tout à l'heure et qu'on va revoir ensuite. Et d'autre part, les recommandations de l'Association française d'urologie qui, assez tôt, a indiqué qu'il était important que le choix des patients soit pris en compte et que l'information soit détaillée suffisamment. Vous avez ici, sur la courbe rouge, cette évolution qui a été décrite des taux d'incidence et au-dessus, les chiffres absolus. 20 000 cas de cancer de prostate dépistés en 1990, 64 000 en 2005, puis 53 000 en 2009, 50 000 en 2015 et en 2016. La courbe bleue en dessous est celle de la mortalité, et vous voyez que l'évolution de la mortalité, qui était à peu près stable en 1980 et 90 avec un taux de 16 à 18 pour 100 000, mais qui était différente en nombre absolu compte tenu de l'augmentation de l'incidence, a commencé et a diminué fortement puisqu'en 2011, le taux de mortalité est passé de 18 à 10,5 décès pour 100 000 habitants. L'explication, il y en a plusieurs. Il y a d'une part l'amélioration des traitements palliatifs, puisque là on parle de mortalité, les malades améliorés mais non guéris, évidemment, ne sont pas morts. D'autre part, il y a le problème, donc, avec le surdiagnostic, de l'anticipation du traitement. Et si on dépiste des malades plusieurs années avant le moment où le cancer serait apparu, il est évident qu'on va allonger la durée de survie et donc diminuer la mortalité. Mais, et les épidémiologistes eux-mêmes le reconnaissent, il y a aussi un effet d'efficacité du traitement à visée curatrice indiqué au moment où le cancer est localisé, puisque notamment la mortalité continue de diminuer alors que l'incidence elle-même diminue. Et vous voyez sur cette courbe, la courbe rouge correspond à la France, les autres courbes à d'autres pays européens. Et bien à partir de 2005, qui est ici, on voit que, alors que l'incidence s'est inversée, la mortalité continue à diminuer et même la pente augmente cette diminution. Alors, quelles ont été, pendant cette période, l'évolution des recommandations des structures officielles ou des sociétés savantes? Il est évident que personne n'a recommandé un dépistage organisé du cancer de la prostate. Tout le monde était d'accord là-dessus. Par contre, la notion de dépistage individuel, un petit peu floue, a été proposée, au contraire combattue, par un certain nombre de sociétés savantes ou d'agences nationales que je vous ai indiquées ici et qui sont détaillées dans l'article. En 1997, l'Association française d'urologie a indiqué que le dépistage individuel lui semblait intéressant dans les cas où il y avait une possibilité importante d'agressivité du cancer, c'est-à-dire en fonction du volume et en fonction du glisone, et à condition de le faire chez des patients qui avaient plus de 10 ans d'espérance de vie. En 2003, l'Académie nationale de médecine, et Raymond Ardaillot avait écrit un rapport, avait abouti à des conclusions identiques. Ce qui est intéressant, c'est que l'ANAS a eu sur le dépistage individuel des positions un petit peu ambiguës, car sans le recommander, mais en insistant sur la manière de le faire, cela a participé un peu au brouillage dans la population sur l'intérêt ou non du dépistage. Il faut savoir qu'il y a eu 2 études randomisées importantes, faites l'une aux États-Unis, l'autre en Europe, qui ont duré avec un suivi de 13 ans, publiées en 2012 avec des résultats contradictoires, l'étude américaine ayant un certain nombre de biais, et à partir de ces résultats contradictoires, une agence américaine, le PSTF, a déconseillé très fortement l'utilisation du PSA aux États-Unis. Et en 2017, une méta-analyse a été effectuée pour voir quel était le résultat 5 ans après de ces recommandations. Et ils se sont aperçus que certes, 40% des formes de cancer non agressif, notamment dans la population au-dessus de 70 ans, avaient été diminuées, ce qui est une bonne chose, mais que par contre, 20 à 30% de cancers agressifs n'étaient plus diagnostiqués, à tel point que cette agence a changé sa recommandation en 2017 et a proposé de nouveau un dépistage individuel.
Enfin, le NCI, récemment, a également financé des études pour réanalyser ces 2 études randomisées et a montré que, en fin de compte, les 2 études, aussi bien l'étude américaine que l'étude européenne, avaient montré que le dépistage avait diminué de 25% la mortalité dans les bras dépistés. Alors, ces nombreuses controverses, elles reposaient beaucoup sur les notions de surdiagnostic, on découvre un cancer qui est peut-être peu agressif, et de surtraitement, on opère un cancer qui ne devrait pas être opéré, ou on radiothérapie un cancer qui ne devrait pas être opéré. Il faut savoir que les surdiagnostics étaient plus un problème aux États-Unis qu'en France. Je vous ai rappelé qu'en France, seulement 8% des cancers avaient des PSA en dessous du 4 quand ils ont été dépistés, et il est sûr que la diminution du seuil du PSA permet de dépister plus de cancers, mais aussi plus de cancers peu symptomatiques. Et puis la notion de surtraitement, il faut savoir que beaucoup d'agences s'intéressent au surtraitement et utilisent les résultats pour indiquer les risques. Mais il faut savoir que les surtraitements peuvent être calculés de 2 façons. Une façon théorique qui dépend des performances du toucher rectal et du PSA dans le cadre du dépistage, et avec lequel, suivant que l'anticipation du diagnostic dans les formes T1 est de 1 an ou de 10 ans, on a des taux théoriques de surtraitement de 30 à 54%, ce qui est en effet important, un malade sur 2. Par contre, le CNRS a fait l'étude avec Delpierre sur des malades qui a été publiée en 2013 et qui, sur les malades des registres français des cancers, a montré que les taux de surtraitement réels, c'est-à-dire des malades par patient qui avaient été vus, ce qui avait été réellement fait, n'étaient plus que de 9 et de 24% pour les T1 et de 2% pour les T2, ce qui relativise ces chiffres. Alors, le diagnostic précoce, c'est diagnostiquer des cancers qui sont des cancers potentiellement agressifs mais qui sont encore curables, et donc, par définition, asymptomatiques, car dans le cancer de la prostate, quand les symptômes apparaissent, il y a déjà un envahissement local, et inversement, d'éviter des biopsies inutiles et qui risquent de découvrir des cancers non agressifs. 3 avancées récentes vont aider et vont favoriser éventuellement ce diagnostic précoce, qui sont l'analyse des bases de données du SNIRAM pour savoir les critiques qu'on peut faire sur les prescriptions du PSA, l'amélioration des performances des biopsies prostatiques et l'amélioration du progrès de l'IRM. Et il faut rappeler que ceci s'ajoute à l'apparition de nouveaux traitements qui sont des traitements non pas de l'ensemble de la prostate, mais des traitements focaux, et dont Arnaud Villers vous a présenté des résultats lors de la séance de l'Académie à Lille. Premièrement, les bases de données. Sur 12 millions d'hommes de plus de 40 ans qui étaient indemnes de cancer de la prostate, l'étude du SNIRAM a montré que 29% avaient eu un dosage de PSA. Ce qui est inquiétant, c'est que sur ces 29%, les tranches d'âge de 75 à 85 ans et au-delà de 85 ans, il y a eu plus de 30% d'hommes qui ont eu des dosages de PSA, alors que dans ces tranches d'âge-là, si le PSA auparavant était... le touche rectal était normal, le fait de pratiquer un PSA est inutile. La deuxième chose, c'est que dans un nombre de cas important, 21%, le PSA libre était dosé, ce qui représente à peu près 10 millions d'euros par an en France, alors que le PSA libre n'a aucun intérêt dans le cadre du dépistage. Et puis, enfin, c'est qu'il y avait quand même 8700 patients de plus de 75 ans qui avaient eu des biopsies de la prostate, alors que là encore, si on n'a pas d'anomalie au toucher rectal, faire des biopsies systématiques de la prostate chez quelqu'un de plus de 75 ans ou qui a une espérance de vie limitée, eh bien, n'est pas pertinent. Donc, l'ensemble de ces pourcentages qu'on peut voir par tranche d'âge sur ces courbes, et on peut voir qu'entre 2009 et 2014, il y a eu une diminution de 10% de la fréquence de ces dosages de PSA, fait qu'on devrait, plutôt que, comme cela a été fait, dire il faut faire de PSA à personne, envisager par contre de diminuer de façon très nette les dosages systématiques de PSA à partir d'un certain âge. La deuxième chose, ce sont des progrès considérables des techniques d'imagerie.
et qui ont fait que, dans la mythologie de l'amitié, en 2006-2008, on a commencé par inverser notre stratégie diagnostique dans le cadre du cancer de la prostate. Et au lieu de faire, en cas de PSA ou touche rectale anormale, des biopsies en sextant, comme on faisait auparavant, et puis 6 semaines après une IRM pour vérifier avant la mise en route d'un traitement qu'il n'y ait pas d'extension du cancer, on a décidé de faire d'abord l'IRM et de ne faire la biopsie que si les études pratiquées sur l'IRM montraient des anomalies. Le but étant de diminuer le nombre de biopsies prostatiques, d'augmenter la précision de ces biopsies et diminuer le nombre de cancers non significatifs dépistés. Et c'est Pierre Moser, qui était jeune assistant urologue, et Raphaël Renard-Penal, qui était jeune assistante radiologue, qui ont travaillé et fait des études considérables sur ces sujets, qui ont été parmi les leaders en France, avec d'autres équipes. Pourquoi améliorer les biopsies de la prostate? À l'époque, la biopsie randomisée de 6 puis de 12 prélèvements était faite sous contrôle échographique. Mais il fallait avoir une expérience certaine, parce que vous voyez sur les images, 2 images correspondant à 2 opérateurs ayant une expérience relativement modérée, on s'aperçoit que, avec les techniques modernes dont je vais vous parler, les zones de prélèvement qui sont sur ces 2 images ne couvrent pas l'ensemble de la prostate, et qu'il y a des zones qui ne sont pas du tout explorées par les biopsies. Et que deuxièmement, l'échographie endorectale ne montre pas le foyer tumoral, n'apprécie pas la localisation du foyer tumoral et n'apprécie pas non plus la localisation des biopsies. Ce qui fait que si on veut faire de nouvelles biopsies ultérieurement, on ne sait pas où on a fait les biopsies précédentes. Enfin, il n'y avait aucun contrôle de qualité de l'examen. Et donc, Pierre Moser, qui en 2001 avait fait des études de fusion d'images entre les reins et les scanners dans le cadre des biopsies de intestinale, s'est mis en 2003 à travailler et a abouti avec le laboratoire Camille de Grenoble à une machine qui permet la fusion d'images entre les données de l'IRM, qu'on va voir ensuite, et l'échographie prostatique, qui va permettre de façon automatique non seulement de transférer les images que vous voyez ici de l'IRM, et sur l'IRM, on peut voir les lésions tumorales, le cancer de la prostate. Ici en dessous, on a l'image de l'échographie. On transfère ces 2 images. Vous avez ici l'image échographique sur laquelle on a indiqué la zone tumorale de l'IRM, et on va pouvoir ensuite effectuer des biopsies qui sont négatives, elles sont vertes, positives, elles sont rouges, des biopsies au niveau de la prostate, en ayant un contrôle qualité, en vérifiant, comme dans cet exemple, que les biopsies sont parfaitement bien ciblées, et même rebasculer les biopsies sur l'IRM ultérieurement. Et ceci aboutit à la création d'une nouvelle machine. Il y en a 2 ou 3 de sortes différentes avec d'autres inventeurs, qui s'appellent donc en particulier l'Eurostation, et qui vous donne quasiment un véritable compte-rendu opératoire des biopsies, avec sur le tableau que vous voyez en bas, et bien pour chaque prélèvement biopsique, la quantité, la longueur, l'histologie. Par exemple, les 2 zones orangées correspondent à des stades précancéreux, les zones rouges correspondent à des formes avec des glisones élevées. Et donc, on est arrivé progressivement au concept de biopsie ciblée, puisque des études prospectives et randomisées ont été faites et qui ont montré qu'avec ces nouveaux systèmes automatisés, on pouvait faire des biopsies avec une échographie qui était aussi efficace que les biopsies faites dans l'IRM elles-mêmes. Mais vous imaginez que les biopsies faites dans l'IRM prennent du temps, et notamment du temps IRM qui peut servir à autre chose. Et que deuxièmement, faire 2 prélèvements ciblés sur une tumeur ainsi découverte était aussi efficace que faire 12 prélèvements systématisés au hasard dans la prostate. Et donc ainsi, on diminue la morbidité du nombre de prélèvements, on évite le sort diagnostic, puisqu'on ne biopsie plus la prostate qui est apparemment saine, et on évite donc le surtraitement. Et enfin, dernier intérêt, ça va permettre d'envisager des traitements focaux, car la raison pour laquelle actuellement, quand on fait un traitement d'un cancer de la prostate, on traite toute la prostate, c'est qu'on n'avait aucun moyen de savoir où était le cancer de façon précise. Dernier élément, l'IRM, qui est devenu l'IRM multiparamétrique, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une IRM qui donne des images de coupe essentiellement morphologiques,
On peut, avec tout un tas de séquences supplémentaires, notamment de perfusion ou de diffusion, et pour lesquelles les tissus tumoraux évoluent différemment des tissus bénins ou de la prostate normale, on va pouvoir ainsi découvrir et localiser et apprécier le volume de la tumeur, apprécier son agressivité avec l'utilisation d'un certain nombre de scores, et ainsi distinguer à l'IRM des cancers significatifs, c'est-à-dire des cancers qui ont un volume supérieur à 0,5 cm3 et un glisone élevé, et les distinguer soit des nodules adénomateux bénins, soit de cancers non significatifs, c'est-à-dire notamment de cancers de petit volume ou de glisone faible, car ces lésions ne sont pas visibles à l'IRM. Et donc ce qu'on voit à l'IRM correspond à des cancers qui ont une potentialité agressive, et donc vous avez ici une image avec une même coupe sur plusieurs séquences. Vous avez ici à droite, sur cette coupe, on voit 2 zones suspectes de cancer qui correspondent aux zones qui sont indiquées. Et donc, il a été effectué une étude randomisée sur 500 malades, 500 hommes qui avaient une suspicion de cancer de la prostate, qui n'avaient jamais eu de biopsie. La moitié d'entre eux ont été managés avec des biopsies systématisées comme on faisait jusqu'à présent avant, et l'autre moitié a eu une IRM multiparamétrique. Si l'IRM multiparamétrique montrait des lésions qui évoquaient une tumeur de la prostate, ils ont été biopsiés. Si par contre l'IRM multiparamétrique montrait l'absence de tumeur visible, aucune biopsie a été faite. Dans le groupe des biopsies standards, 64 cancers significatifs, donc potentiellement dangereux, ont été découverts, 55 cancers non significatifs, donc qui sont éventuellement en surdiagnostic, ont été trouvés. Dans le groupe des malades qui ont eu l'IRM et qu'on a biopsié que si l'IRM montrait des tumeurs, on découvre 95 cancers significatifs, 23 cancers non significatifs. Vous remarquerez dans les 2 groupes, il y a 119 cancers d'un côté, 118 de l'autre. Et ainsi, cette étude qui est sortie tout récemment montre que en gros, plus d'un quart des cas, on évite de faire des biopsies chez des patients en évitant aussi un surdiagnostic éventuel, et que d'autre part, on augmente de 50% la détection des cancers agressifs, et qu'on divise par 3 le nombre de cancers non significatifs qu'on peut découvrir, et qu'ensuite on peut décider de ne pas traiter ou de surveiller par ce qu'on appelle la surveillance sélective. Et enfin, ça peut permettre aussi de faire des traitements focaux. Donc en conclusion, le diagnostic précoce du cancer de la prostate semble avoir une certaine pertinence, à condition d'avoir l'information complète du patient, et ça c'est une chose très importante qui persiste. Deuxièmement, une prescription adaptée du PSA, il est probablement plus facile d'expliquer à la population qu'à partir d'un certain âge, si l'examen clinique est normal, il n'est pas nécessaire de continuer ou de faire un premier PSA. Troisièmement, d'inverser les séquences diagnostiques et de définir les cas dans lesquels il serait plus intéressant de faire d'abord l'IRM qu'on fait de toute façon après les biopsies pour apprécier l'extension. Et là, sur le plan diagnostique, on permet ainsi de dépister plus de cancers agressifs et moins de cancers non significatifs, et de faire des biopsies suivant les méthodes modernes pour justement avoir une qualité supérieure. Et la dernière chose, c'est de recommander de faire, comme pour une nouvelle intervention chirurgicale, de faire des registres de cette nouvelle attitude pour en apprécier l'efficacité, ce qui permettra de choisir entre des traitements radicaux, des traitements de surveillance active ou des traitements focaux en fonction des résultats. Je vous remercie. Merci François. Vous voyez le changement considérable d'attitude au cours des dernières années quant à apporter ces nouvelles techniques, et Dieu sait s'il y a eu des controverses sur le dépistage du cancer de la prostate qui à un certain moment était franchement exagéré. Y a-t-il quelques questions, Monsieur Greve? Non significatif. Alors, la définition d'un cancer significatif, c'est, il est
deux critères, il y a plusieurs critères, mais les deux critères principaux sont d'une part le volume de la tumeur, c'est-à-dire une tumeur de plus de 0,5 cm3, ce qui correspond en gros à un diamètre de 20 cm, et deuxièmement, le grade de Gleason. Le grade de Gleason, c'est la somme des deux zones dans la prostate où il y a une tumeur, et le score de Gleason. Le grade va de 1 à 5, et on additionne les deux zones qui ont un Gleason le plus élevé. Par exemple, si on a une zone où il y a beaucoup de 4 et une autre où il y a beaucoup de 3, on a 4 plus 3, ça fait un score à 7. Alors là, des études comparatives après traitement, et notamment après prostatectomie radicale, avec les données histologiques, ont permis de montrer que le pronostic des malades qui avaient des Gleason élevés était nettement moins bon que l'autre. Et à tel point même que maintenant, on ne parle plus tellement de score ou de grade de Gleason, mais de 10 UP, c'est-à-dire qu'il était difficile d'expliquer aux patients, puisque le Gleason, il allait de 1 à 5, et donc le score allait de 2 à 10. Il était difficile de dire à un malade, vous avez un score qui est à 5, mais on ne vous traite pas parce que ce n'est pas du tout évolutif. Et donc, et d'autre part, les scores entre 1 et 5 étaient très rarement décrits par les anatomopathologistes, et essentiellement, il y avait des scores 6, puis des scores 7, avec 4 plus 3 ou 3 plus 4, score 8 et 9 et 10. Et donc, il y a plusieurs études. Alors, je suis désolé, il y a une diapo. J'avais une diapo pour éventuellement vous montrer. Il y a eu des études, notamment à Bergsen, en Suède, où vous savez qu'en Suède, pendant de très nombreuses années, ils avaient décidé de ne pas traiter les cancers de prostate. Et donc, ils les ont surveillés. Et donc, en Suède, Albertsen a surveillé sur 25 ans sans traiter des malades de cancer de la prostate, en les traitant simplement au moment où les symptômes faisaient qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et ils ont étudié la mortalité spécifique, la mortalité naturelle et la non-mortalité des patients en fonction des tranches d'âge. Ici, vous avez tranches d'âge 50 ans, 60, 70 et plus. Et horizontalement, vous avez des scores de Gleason 2 à 4, 5, 6, 7, et 8, 9 et 10. Et donc les zones qui sont très foncées correspondent à la mortalité due au cancer, les zones grises plus claires correspondent à la mortalité en dehors du cancer. Et donc il y a eu plusieurs études comme ça qui ont montré la corrélation entre le Gleason, le volume par ailleurs, et l'évolution du cancer. Et donc c'est à partir de ça qu'on définit l'agressivité potentielle du cancer ou la non-agressivité. Je vous précise que le score de Gleason est basé sur la différenciation cellulaire. Il est essentiel. Bon, monsieur Bouchard. Ici, merci beaucoup pour cette très belle conférence. La question est la suivante. La biologie contemporaine, recherche de cellules tumorales circulantes, recherche de nouveaux marqueurs, intratumoraux et circulants, n'a pas permis de dépasser le stade du PSA? Alors, pour l'instant, non. Il y a potentiellement un certain nombre de progrès qui ne sont pas encore rentrés dans la pratique courante. Il y a eu, par exemple, le PSA3 dans les urines. Il y a certaines études génomiques qui permettent de montrer que dans certains cancers, c'est d'ailleurs le facteur telle ou telle anomalie génomique qui est en cause. Mais sur le plan pratique, les progrès de l'imagerie ont été plus vite que les progrès de la biologie. Et donc actuellement, c'est encore le PSA avec des tests de sensibilisation qui existent, qui est utilisé en pratique courante. Dans 5 ans, ou peut-être avant, ça va peut-être changer. Mais pour l'instant, on n'a pas cet outil-là. Oui, M. Orion. Oui, Monsieur Richard, vous avez déclaré par ailleurs, et vous y avez fait allusion tout à l'heure, qu'à partir de 85 ans, vous le trouvez plus raisonnable de faire des dosages de PSA et des biopsies de la prostate. On comprend bien pour les stades 1 ou 2, mais si vous découvrez des stades 3, voire 4, est-ce qu'il n'est pas quand même intéressant de traiter ces ordres? Alors, vous dites que la survie maintenant peut aller jusqu'à 95 ans. Absolument. D'ailleurs, dans le texte, vous verrez, je ne vais pas tout dire là, dans le texte, c'est évoqué.
La question qui se pose, c'est, actuellement, il y a deux questions qui se posent. C'est, quand arrêter de faire un PSA à quelqu'un qui en a déjà eu plusieurs fois et qui avance son âge? Et la deuxième question, c'est, est-ce que je vais faire un PSA à quelqu'un qui a 85 ans, qui n'a jamais eu de PSA avant? La réponse, c'est, avant de faire un PSA, je vais l'examiner, je vais l'interroger. Car si, à 85 ans, le toucher rectal montre qu'il n'y a aucune anomalie, si, pour des raisons notamment familiales, en fonction des antécédents familiaux, en fonction de la présence de cancer du sein dans la fratrie féminine, qui est un facteur de risque, en fonction, si c'est quelqu'un qui est origine des Antilles, il y a des facteurs de risque qui font que là, on ira probablement actuellement aller faire une IRM. Si l'IRM est normale, on n'ira pas plus loin, mais on ne commencera pas par le PSA. Par contre, l'autre question qui se pose, c'est chez quelqu'un qui a eu pendant 10 ans un PSA normal, s'il a 85 ans, au toucher rectal, il n'y a toujours aucune anomalie, continuer de faire des PSA n'a pas a priori d'intérêt, ou c'est quelque chose que l'AFU a proposé et qui est en cours d'exploration, c'est de dire qu'en fonction de l'âge, on pourrait faire un PSA aux alentours de 50 ans. Si le PSA à 50 ans est inférieur à 1, on fait un PSA 5 ans après et on ne le fait que tous les 5 ans. Si par contre il est entre 1 et 1,6, on va le faire tous les 2 ans. Et s'il est supérieur à 2, on va le faire tous les ans. Et donc actuellement il y a toute une réflexion sur, on ne fait pas comme on fait actuellement un PSA tous les ans, quoi qu'il arrive. Je vous signale qu'aux États-Unis, dans les congrès de vendeurs de maisons, il y a des stands pour faire le PSA au moment du congrès. Ça devient fou. Mais de réfléchir sur la manière dont on prescrit le PSA. Et donc, votre remarque est tout à fait juste. Il faut adapter, et probablement ce qu'on dit maintenant, dans 10 ans, si l'espérance de vie gagne encore 5 ans, on décalera, puisque l'AFU, il y a 10 ans, proposait de s'arrêter à 70 ans. On n'est pas en monde. Oui, oui, merci pour cette très belle conférence. Je voulais savoir, le choix individuel, on sait que la masse, on ne peut pas le faire, c'est touché. Le choix individuel, ça veut dire quoi? Parce que si on est dans le monde de la santé, on peut considérer que bon, on a 70 ans, on fait le PSA, ou 60 ans, on fait le PSA. Mais ailleurs, quand on est plongé, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça veut dire, ce choix individuel? Alors, c'est une très bonne question, et c'est en effet toute la difficulté et probablement une des explications des présentations ou des recommandations très hétérogènes des différentes agences. Parce que le choix individuel dépend de la connaissance qu'on a, exactement comme ça a été dit. Ça dépend aussi de l'information du public au niveau soit des professions, soit des médias. Il est évident qu'on a assisté ces dernières années à des combats dans les médias, des pro-dépistage individuel et des anti-dépistage individuel. Et c'est pour ça qu'on essaye de réfléchir à un moyen de dire comment on pourrait faire un dosage, en attendant les améliorations biologiques, faire un dosage de PSA à un âge donné qui permette de distinguer ceux qui ont un risque potentiel de faire quelque chose, et à ce moment-là on leur dira, si vous êtes d'accord, on peut aller plus loin et surveiller plus, de ceux qui ont une probabilité très très faible de faire quelque chose. Mais il est évident que, comme dans tous les choix individuels en médecine, ceux qui sont au courant sont avantagés par rapport à ceux qui ne le sont pas. C'est tout à fait juste. Il n'y a pas de solution miracle. Merci. Emmanuel. Merci, Monsieur le Président. D'abord, Ami, bravo pour la qualité de ton exposé. J'aimerais te poser deux questions, comme à Madame Richard-Pénin, je suis désolé. Si, elle est là, Richard-Pénin. Elle peut, sur des problèmes spécifiques de la radio, Raphaël est là, elle peut, voilà. si vous l'autorisez. La question simple, que qu'entend-on par IRM multiparamétrique? La technique d'IRM est par définition polyparamétrique et n'est jamais monoparamétrique. Donc comment peut-elle être
pluriels. Ça, c'est un premier détail. Le deuxième petit détail qui me gêne, c'est que nulle part, et ça c'est destiné à Mme Renard-Pénard, bien entendu, je suis surpris de ne jamais entendre parler de de spectroscopie par résonance magnétique, qui est une approche biochimique, directe, sans image, et qui a quand même précédé dans son histoire l'imagerie, et qui est un raffinement considérable, et notamment dans plusieurs pathologies cancérologiques. Si le président permet, Raphaël peut répondre à ces questions d'un radiologue et une radiologue. Certainement, allez-y. Merci. Bonjour, alors je vais répondre à la première question. Concernant la définition d'une IRM multiparamétrique, en fait, ce qu'on comprend comme IRM multiparamétrique veut dire une analyse anatomique et fonctionnelle de la prostate. Ça veut dire qu'on fait des séquences purement anatomiques, comme on le faisait dans le temps, au moment où on n'avait pas de séquence fonctionnelle, c'est-à-dire qui étudie le fonctionnement des tissus. Donc on combine à l'anatomie des séquences fonctionnelles qui sont ici, des séquences de perfusion et de diffusion, et qui donnent des informations sur le fonctionnement des tissus. Alors la deuxième question concernant la spectroscopie, qui était faite effectivement, on va dire, des années 92 aux années 2002, a été complètement abandonnée compte tenu de sa faible performance dans la détection et la caractérisation des cancers de prostate, et surtout devant l'apparition de séquences beaucoup plus performantes, extrêmement rapides, reproductibles, qui sont les séquences de diffusion, qui ont révolutionné, on va dire, l'imagerie oncologique en général, qui font un gain de temps considérable, parce qu'une séquence de spectroscopie pour un patient c'est 20 minutes, une séquence de diffusion c'est 2 minutes. Donc on a des séquences qui sont beaucoup plus performantes pour la détection, pour la caractérisation, qui sont rapides et reproductibles. Merci. C'est une très bonne réponse. C'est satisfait. D'autres questions? Bien, écoute François, on te remercie. Donc je vais juste vous dire quelques mots pour conclure cette séance qu'il a fait, que j'espère que vous avez jugé très intéressante, mais qui n'a fait que survoler certains problèmes liés au pelvis. Donc ça vous a rappelé que le pelvis est un organe, enfin est une région anatomique très importante dans la vie de l'homme et de la femme. On a dit que le pelvis était à la fois le deuxième cerveau. Pour certains, c'est même le premier. Et l'avenir, et à la fois donc un deuxième cerveau, et l'avenir de l'humanité. Il faut donc en prendre le plus grand soin. Le confort viscéral est la condition d'une vie heureuse. Et le pelvis joue en ce domaine, vous le savez bien, un rôle primordial. Ce que vous venez de voir et entendre vous montre combien médecins et chirurgiens, indissolublement liés dans leur travail dans ce domaine, s'efforcent de le débarrasser des hôtes indésirables et surtout ont beaucoup progressé dans l'art de le préserver ou de le reconstruire. Je vous remercie. Gracias.